Le matin du 9 mars 1974, un homme de 52 ans sort de la jungle sur l'île de Lubang, aux Philippines. Il porte un fusil Arizaka en état de marche, 500 cartouches de munitions, plusieurs grenades à main, un sabre de samouraï. Son uniforme est rapiécé à au moins une douzaine d'endroits. Le tissu a été réparé tant de fois que la couleur d'origine est presque méconnaissable. Mais la coupe est sans équivoque. C'est toujours l'uniforme de l'armée impériale japonaise. La guerre qu'il mène a pris fin il y a 29 ans. Hiro Onoda n'a pas perdu la raison. Il n'est pas devenu fou. Il n'a pas oublié où il se trouve ni ce qu'il fait. Il n'a simplement jamais reçu l'ordre de cesser. Et ainsi, pendant près de 3 décennies, il a poursuivi sa mission avec la même fidélité absolue qu'il y avait apporté le premier jour. Tendant des embuscades aux patrouilles, sabotant les infrastructures, cartographiant les mouvements ennemis, survivant dans une jungle dense tandis que le reste du monde se reconstruisait, enterrait ses morts, lançait des satellites, se posait sur la Lune et oubliait que des hommes comme lui existaient. Au moment où il sort de cette jungle, 30 personnes sont mortes à cause de sa campagne prolongée. Le gouvernement philippin a passé des années et d'énormes ressources à tenter de le localiser. Il a survécu à 5 premiers ministres japonais, à toute la guerre de Corée et aux 2 premières décennies de la guerre du Vietnam. Des journalistes ont écrit sur lui comme sur une curiosité, comme sur une tragédie, comme sur le symbole de quelque chose qu'ils ne parviennent pas tout à fait à nommer. Il est le dernier soldat de la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez comprendre comment cela est possible, non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi un homme sain d'esprit, intelligent et capable, a passé 29 ans à se battre dans une guerre qui n'existait plus, restez avec nous. Appuyez maintenant sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à faire connaître ces histoires oubliées à davantage de personnes. Hiro Onoda naît le 19 mars 1922 à Kamekawa, un petit village de la préfecture de Wakayama, dans l'ouest du Japon. Il est le 3e de 6 enfants, dans une famille qui prend son histoire au sérieux. Son grand-père a servi sous l'ancien système féodal, à l'époque où le Japon s'ouvrait au monde extérieur. Son père est instituteur avec des convictions profondes sur le devoir, le sacrifice et ce que cela signifie d'être japonais. Mais depuis qu'Onoda est en âge de comprendre le langage, une idée lui est inculquée avant tout autre. L'obligation envers l'empereur est la plus haute expression possible d'une vie humaine. Servir, c'est vivre avec sens. Faillir à ce service est pire que la mort. Ce n'est pas inhabituel dans le Japon des années 1920 et 1930. Toute une génération d'enfants japonais est élevée selon ces valeurs. Ce qui distingue Onoda, ce ne sont pas les valeurs elles-mêmes, mais la complétude avec laquelle il les assimile. Ce n'est pas un garçon qui affiche sa loyauté pour obtenir de l'approbation. C'est un garçon qui y croit sincèrement, de la façon dont certaines personnes croient sincèrement en Dieu, non comme une obligation sociale, mais comme le principe organisateur de tout son monde intérieur. Il a 17 ans quand l'Allemagne envahit la Pologne et que la Seconde Guerre mondiale commence en Europe. Il suit les nouvelles avec un intérêt intense. Il en a 19 quand des appareils japonais attaquent la base navale américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, entraînant les États-Unis dans la guerre. À ce moment-là, le conflit qu'Onoda observé de loin devient le fait central de sa génération. Il travaille comme commis pour une société commerciale à Wuhan, en Chine, lorsque son avis d'incorporation arrive en 1942. Il a 20 ans. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il se présente immédiatement. L'armée l'évalue soigneusement. Il est physiquement en forme, mentalement vif et étonnamment calme sous pression. Il est qualifié pour l'école des candidats officiers. Il s'entraîne. Il performe bien. Et puis, en 1944, quelque chose se produit qui va déterminer tout ce qui suivra. Il est sélectionné pour la formation à la branche Futamata de l'école Nakano. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de l'école Nakano. C'est intentionnel. C'est l'académie de renseignement et de guerre non conventionnelle la plus secrète de l'armée japonaise. Son existence est classifiée. Les étudiants qui sont sélectionnés reçoivent l'ordre de dire à leur famille qu'ils ont été affectés à une unité de transmission. Le véritable programme d'enseignement est tout autre chose. À Nakano, Onoda apprend des choses qu'aucune école militaire ordinaire n'enseigne. Comment recueillir du renseignement sans être détecté? Comment survivre indéfiniment en terrain hostile sans ravitaillement? Comment construire et maintenir une opération de guérilla en utilisant uniquement les ressources disponibles dans l'environnement immédiat? Comment recruter des informateurs locaux?
Comment mener des opérations de sabotage contre les infrastructures? Comment penser de manière indépendante lorsque la communication avec le commandement est impossible? Mais la leçon la plus importante, celle qui va façonner les 30 prochaines années de sa vie, est la suivante. On ne se rend pas sur la base de ce que l'ennemi vous dit. On ne se rend pas sur la base de rumeurs. On ne se rend pas sur la base de tracts largués depuis des avions, de messages diffusés par des haut-parleurs ou de lettres supposément envoyées par votre famille. Tout cela peut être fabriqué. Tout cela constitue des outils standards de la guerre psychologique. La seule chose qui peut vous autoriser à cesser les opérations est un ordre direct de votre officier commandant, remis en personne et vérifié comme authentique. L'école Nakano n'est pas cruelle ou irresponsable avec cette doctrine. Elle est pragmatique. Le Japon en 1944 est une nation qui sait qu'elle est en train de perdre. Les forces américaines détruisent méthodiquement les positions japonaises dans tout le Pacifique. Les îles natales elles-mêmes seront éventuellement menacées. Dans cet environnement, l'armée a besoin de soldats qui continueront à se battre même après l'effondrement des structures de commandement normales. Des soldats qu'on ne peut pas convaincre d'abandonner leur mission par la propagande ennemie. Des soldats qui continueront même quand tout s'effondre autour d'eux. Ils construisent le guerriero parfait. Ils ne comprennent pas entièrement ce qu'ils sont en train de construire. Onoda sort de Nakano à la fin de l'été 1944. Il a 22 ans et vient d'être promu sous-lieutenant. Son officier commandant, le major Yoshimi Taniguchi, lui remet personnellement son affectation. Il doit se rendre sur l'île de Lubang aux Philippines, prendre contact avec la garnison japonaise présente et mener des opérations de guérilla contre les forces alliées sur l'île. Ses objectifs spécifiques sont de perturber l'utilisation alliée de la piste d'atterrissage de Tilik et des installations portuaires voisines, de recueillir des renseignements sur les mouvements alliés et de préparer l'île à une contre-offensive japonaise. Puis Taniguchi lui donne l'ordre qui va définir sa vie. Vous poursuivrez votre mission jusqu'à ce que vous receviez des ordres directement de moi. Non de quiconque prétendant parler en mon nom. Non de documents, d'enregistrements ou de messages relayés par des intermédiaires. De moi en personne. En aucun cas vous ne devez vous rendre ni vous donner la mort. Compris. Onoda comprend. Il arrive sur l'île de Lubang en décembre 1944. L'île représente environ 140 km² de terrain montagneux et jungle situé aux Philippines, à environ 150 km au sud-ouest de Manille. Elle compte une petite population civile, une garnison japonaise, et une piste d'atterrissage que les Alliés souhaitent utiliser. Le travail d'Onoda est de s'assurer qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Il est sur l'île depuis 2 mois quand tout change. Les forces américaines et philippines débarquent sur l'île de Lubang en février 1945. L'assaut est écrasant. La garnison japonaise, qui compte plusieurs centaines d'hommes, est détruite en quelques jours. Des hommes sont tués, capturés ou dispersés dans la jungle. Onoda survit en faisant exactement ce que l'école Nakano l'a entraîné à faire. Il se déplace rapidement, il évite le contact, il s'enfonce dans la jungle avant que les Américains ne puissent consolider leur position. Il n'est pas seul. 3 autres soldats survivent à l'assaut initial et le retrouvent dans la jungle. Le caporal Shoichi Shimada, un soldat de carrière de 30 ans originaire d'Hiroshima. Le caporal de première classe Kinshichi Kozuka, 24 ans, discret, fiable, originaire de la préfecture de Hyogo. Le soldat de deuxième classe Yuichi Akatsu, le plus jeune du groupe à 19 ans, moins expérimenté, moins certain. Les 4 établissent un camp dans l'intérieur montagneux de l'île. Ils ont leurs armes, quelques munitions et la jungle elle-même. Ils s'installent. Ils attendent la contre-offensive. Les forces japonaises reprendront les Philippines. Ce n'est qu'une question de temps, des semaines, peut-être, 1 mois tout au plus. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito diffuse un message enregistré au peuple japonais. Sa voix n'a jamais été entendue à la radio auparavant. Il annonce que le Japon accepte les termes de la déclaration de Potsdam. Il n'utilise pas le mot « capitulation ». Il dit que le Japon endurera l'inendurable. Sur l'île de Lubang, 4 hommes dans un camp de jungle n'entendent rien. En septembre 1945, les documents de reddition formels sont signés à bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo. La Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. Le conflit qui a tué quelques 70 à 85 millions de personnes, qui a remodelé chaque continent, qui a brûlé des villes et brisé des nations et produit des horreurs qui définiront le siècle, est achevé. Sur l'île de Lubang, 4 hommes dans un camp de jungle n'entendent rien. Le premier contact a lieu en octobre 1945. Les autorités philippines,
Sachant que des soldats japonais isolés peuvent se trouver dans la jungle, larguent des tracts depuis des avions. Les tracts sont imprimés en japonais. Ils disent que la guerre est terminée. Le Japon a capitulé. Tous les soldats japonais reçoivent l'ordre de sortir et de se présenter à l'autorité philippine ou américaine la plus proche. Onoda ramasse l'un des tracts. Il le lit attentivement. Il le relit. Puis il pense à tout ce que l'école Nakano lui a enseigné. Il pense à ce que ses officiers commandants lui ont dit avant qu'il quitte le Japon. Il pense à l'avertissement spécifique que l'ennemi utiliserait exactement ce type de matériel pour briser la résistance japonaise. Un tract affirmant que le Japon avait capitulé sans condition, l'issue la plus catastrophique possible, la chose que l'armée et le gouvernement japonais avaient déclaré ne jamais devoir se produire, était le morceau de guerre psychologique le plus évident imaginable. Tout soldat formé le reconnaîtrait immédiatement. Il le montre aux autres. Ils sont d'accord, c'est de la propagande. Ils restent dans la jungle. En 1946, les efforts s'intensifient. D'anciens commandants japonais enregistrent des messages audio demandant aux soldats isolés de sortir. Les enregistrements sont diffusés depuis des haut-parleurs montés sur des avions et des véhicules. Des tracts sont largués avec des photographies et des messages personnels de membres de la famille. À un moment donné, un avion survole la jungle où le groupe d'Onoda se cache et largue un message de sa propre famille. Il entend ou lit les mots de son frère qui le supplie de rentrer chez lui. Onoda traite cela avec soin. Il sait que l'ennemi est capable de fabriquer de tels messages. Il sait que des membres de la famille pourraient être contraints d'enregistrer des supplications. Il sait que les photographies peuvent être altérées. Tout ce qu'on lui a enseigné lui dit que c'est exactement à quoi ressemblerait une opération psychologique ennemie sophistiquée. Plus les preuves semblent convaincantes, plus il devrait se méfier. Il reste. Le groupe développe un rythme opérationnel complet. Ils divisent l'île en secteurs et patrouillent chacun systématiquement. Ils observent la piste d'atterrissage et les installations portuaires. Ils documentent les mouvements militaires alliés, puis philippins. Ils entretiennent leurs armes avec un soin méticuleux, les démontant régulièrement, nettoyant chaque composant, les protégeant de l'humidité qui détruit le métal dans la jungle philippine. Un fusil Arisaka non entretenu se grippera en quelques semaines dans ce climat. Le fusil d'Onoda, après 29 ans, fonctionnera encore parfaitement au moment où il le remettra finalement. Et il mange ce que la jungle fournit. Des bananes, des noix de coco, des patates douces qu'ils volent occasionnellement dans les fermes de la population civile de l'île. Des animaux sauvages quand ils peuvent en attraper. Ils connaissent chaque plante comestible de l'île. Ils connaissent chaque source d'eau. Ils savent de quel chemin empruntent les patrouilles de l'armée philippine et à quel moment. Ils connaissent l'île comme un homme connaît sa propre maison. Ils tuent aussi des gens. C'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé dans la version romantique de l'histoire d'Onoda. Mais c'est la vérité. Les 4 hommes dans la jungle ne sont pas des survivants passifs. Ils mènent des opérations de guérilla actives. Ils tendent des embuscades sur les sentiers utilisés par les patrouilles de l'armée philippine. Ils piègent les zones proches de leur camp. Ils ouvrent le feu sur quiconque ils considèrent être un combattant ennemi, ce qui inclut des policiers philippins, des soldats et parfois des civils qu'ils croient informateurs sur leur position. Du point de vue d'Onoda, c'est la guerre. Il combat l'ennemi, il fait son devoir. Du point de vue des habitants de l'île de Lubang, 4 hommes armés terrorisent leur communauté. Des agriculteurs ont peur de travailler leurs champs dans certaines zones. Des gens sont tués. L'armée philippine consacre d'énormes ressources à pourchasser des soldats qui refusent de reconnaître que le conflit qu'ils mènent a pris fin depuis des années. En 1950, quelque chose se produit qui ébranle la cohésion du groupe. Yuichi Akatsu, le plus jeune membre, prend une décision. Après près de 5 ans dans la jungle, après avoir vu le monde extérieur continuer à fonctionner, après avoir absorbé toutes les preuves qu'il peut trouver que la guerre est véritablement terminée, Akatsu décide qu'il en a assez. Il ne confronte pas Onoda, ni ne discute. Il se sépare simplement du groupe un jour lors d'une patrouille et ne revient pas. Akatsu prend finalement contact avec les autorités philippines et se rend. Il est conduit à Manille, interrogé et finalement rapatrié au Japon. Il a 24 ans. Il a passé 5 ans dans la jungle. Onoda traite cela avec soin. L'un de ses hommes a déserté. C'est le mot qu'il utilise intérieurement. Déserté. Pas capitulé devant la réalité de la situation. Pas pris une décision rationnelle fondée sur des preuves disponibles. Déserté. Les faibles craquent. Les fidèles endurent.
Le départ d'Akatsu n'ébranle pas la conviction d'Onoda. Oh, et si quoi que ce soit, il la renforce. Lui, Shimada et Kozuka sont ceux qui font encore leur devoir. Ils sont ceux qui n'ont pas craqué. En 1952, une nouvelle vague de tracts arrive. Cette fois, ils incluent des journaux japonais, non des pamphlets fabriqués. De vrais journaux avec des dates, des titres, des photographies. Les journaux montrent un Japon qui se reconstruit à une vitesse extraordinaire. De nouveaux bâtiments à Tokyo, des usines fonctionnant à plein régime, des entreprises japonaises en compétition sur les marchés internationaux, des gens en vêtements modernes, conduisant des voitures, menant ce qui semble être une vie de temps de paix normale. Onoda étudie les journaux pendant des heures, il examine les photographies, il lit les titres, et puis il parvient à sa conclusion. Ce sont des faux, des sophistiqués, mais des faux. Mais l'ennemi s'est donné beaucoup de mal pour créer l'illusion d'un Japon d'après-guerre. Cet effort lui-même est une preuve de l'importance stratégique que revêt pour l'ennemi le fait que les soldats japonais arrêtent de résister. Plus l'effort pour le convaincre est grand, plus sa résistance continue doit être stratégiquement importante. Il reste. Les années passent. 1953, 1954, 1955. Le groupe de 4 est devenu 3. 3 hommes dans la jungle du Nil, qui est, selon toute mesure extérieure, fermement en paix. Des enfants naissent sur l'île de Lubang qui n'ont jamais connu la guerre. L'économie philippine se développe. Des téléviseurs apparaissent dans les foyers. Le monde avance à une vitesse impossible à appréhender depuis l'intérieur d'un camp de jungle où les préoccupations centrales sont la nourriture, l'eau, les munitions et la position de la prochaine patrouille. En 1954, Shimada est tué. Cela se produit lors d'une confrontation avec une patrouille philippine, près d'une plage sur la côte ouest de l'île. Les détails sont rares. Ce que l'on sait, c'est que Shimada et Onoda se trouvent dans la zone quand ils rencontrent un groupe de soldats philippins. Il y a un échange de tirs. Shimada reçoit une balle et meurt. Onoda récupère son corps et l'enterre dans la jungle. Il a maintenant 32 ans. Il est dans la jungle depuis 9 ans. Son groupe initial de 4 a été réduit à 2. Lui et Kozuka se regardent de par-dessus la tombe et continuent. La question que tout le monde pose sur Hiroo Onoda est la question du comment. Comment un homme rationnel, intelligent et capable maintient-il cela aussi longtemps? Comment les preuves ne finissent-elles pas par submerger la croyance? Comment 10 ans deviennent 20 ans deviennent 30 ans? La réponse n'est pas simple, mais elle est compréhensible. Onoda n'opère pas dans un vide d'informations. Il reçoit des informations en permanence, des tracts, des journaux, des émissions radio qu'il intercepte parfois. Tout cela lui dit la même chose. La guerre est terminée. Tout cela est filtré à travers la même structure cognitive. C'est de la propagande ennemie. L'école Nakano ne lui a pas seulement appris à être sceptique envers les informations ennemies. Elle lui a enseigné que plus l'information semblait convaincante, plus il devait se méfier. La tromperie sophistiquée ressemble exactement à la vérité. L'ennemi le sait. Par conséquent, des preuves d'aspect sophistiqué de la paix sont précisément ce qu'un ennemi sophistiqué produirait. C'est une boucle fermée. Aucune preuve ne peut y pénétrer, parce que chaque preuve est automatiquement classifiée comme propagande ennemie par le simple fait qu'elle existe. Il y a autre chose. Onoda a construit toute son identité autour de cette mission. Il n'est pas simplement un soldat qui fait un travail. Il est l'incarnation d'un ensemble de valeurs qu'il tient depuis l'enfance. Loyauté, endurance, devoir. Si la guerre est terminée et qu'il continue à se battre, alors il a tué des gens sans raison pendant des années. Il a passé des décennies de sa vie pour rien. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il croit de lui-même, exige que la mission soit réelle. Le coup psychologique d'accepter qu'elle s'est terminée en 1945 n'est pas simplement l'embarras ou le désagrément. C'est la destruction complète du sens de son existence. Les êtres humains sont remarquablement doués pour ne pas accepter cela. Lui et Kozuka poursuivent dans les années 1960. Ils développent ce qui équivaut à une vie normale, pour autant que ce mot signifie quoi que ce soit dans ce contexte. Ils ont un emploi du temps, une routine matinale, des itinéraires de patrouille réguliers. Ils connaissent chaque rocher et chaque arbre de leur section de l'île. Ils ont des zones de sommeil pour la saison sèche et d'autres pour la saison humide. Ils réparent leurs abris. Ils maintiennent une petite réserve de nourriture séchée pour les urgences. Ils gèrent soigneusement leurs munitions, ne gaspillant jamais une balle. Ils parlent aussi. 20 ans de conversation dans la jungle, sur le Japon, sur leur famille,
sur ce qu'ils feront quand la contre-offensive arrivera enfin et qu'ils seront relevés. Kozuka est originaire de la préfecture de Hyogo. Il parle de la nourriture là-bas. Onoda parle de sa famille à Wakayama. Ils sont, en un sens, des amis. Le genre d'amis le plus profond, forgé par les épreuves partagées et l'isolement total de tout le reste du monde. Le monde extérieur fait parfois irruption de façon qu'il est impossible d'ignorer. En 1965, une équipe de recherche entre dans la jungle spécifiquement à leur recherche. Onoda et Kozuka observent l'équipe de recherche depuis les arbres et ne se révèlent pas. Les chercheurs comprennent des responsables japonais. Ils appellent le nom d'Onoda. Ils diffusent des appels en japonais. Onoda écoute et ne bouge pas. Il a entendu cela avant. C'est une autre opération conçue pour le faire sortir. Il reste. En octobre 1972, tout change à nouveau. Onoda et Kozuka effectuent un raid sur un entrepôt de riz près d'un village de l'île. C'est une opération de routine. Ils ont fait ce genre de choses des dizaines de fois. Ils s'approchent de l'installation avec l'intention de prendre une partie du riz stocké. Un groupe de policiers philippins les attend. Si c'est une embuscade ou une rencontre fortuite n'est pas entièrement clair. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un échange de tirs. Et Kinshichi Kozuka, qui a passé 27 ans dans la jungle aux côtés d'Hiro Onoda, est abattu et tué. Onoda emporte le corps de son camarade sur une courte distance et le laisse. Il ne peut pas enterrer Kozuka comme il a enterré Shimada. Les policiers sont trop proches. Il bat en retraite seul dans la jungle. Il a 50 ans. Il est sur l'île de Lubang depuis 27 ans. Chaque homme qui est entré dans la jungle avec lui est maintenant mort ou parti. Il est complètement seul. Et il croit toujours que la guerre se poursuit. La nouvelle de la mort de Kozuka atteint le Japon en quelques jours et provoque une sensation nationale. Pendant des années, de nombreux Japonais avaient supposé qu'Onoda était mort. La découverte qu'il a été tué, activement engagé dans des opérations de combat en 1972, est à la fois choquante et révélatrice. Il est là-bas, il se bat encore, il est vivant. Le gouvernement japonais est confronté à un véritable problème diplomatique et humanitaire. Onoda est un citoyen japonais qui mène ce qui équivaut à une guerre solitaire contre une île philippine. Des gens meurent. Mais les tentatives précédentes pour l'atteindre ont toutes échoué, parce qu'elles ont toutes commis la même erreur. Elles ont essayé de le convaincre par des preuves. Des tracts, des journaux, des émissions radio, des messages de membres de la famille. Rien n'a fonctionné, parce que tout est filtré à travers sa formation. La seule chose qui peut fonctionner est la seule chose que personne n'a réussi à organiser. Le major Taniguchi, en personne, donnant l'ordre de cesser les opérations. Le problème est de retrouver Taniguchi. Il a quitté l'armée depuis des décennies. C'est un simple citoyen. Il a déménagé. Il est, au début des années 1970, employé dans une petite librairie quelque part au Japon. Personne au gouvernement n'a maintenu le contact avec lui. Et d'abord le problème de retrouver Onoda. Il se cache sur une île de jungle de 140 km² depuis 27 ans sans être capturé. L'armée philippine sait à peu près où il se trouve. Elle ne sait pas précisément. Il se déplace constamment. Il est, à tout point de vue, l'un des survivants en jungle les plus accomplis de l'histoire humaine. En 1974, un aventurier japonais de 23 ans nommé Norio Suzuki décide de résoudre les deux problèmes simultanément. Suzuki n'est ni un soldat, ni un fonctionnaire gouvernemental, ni un journaliste. C'est un jeune homme avec un appétit inhabituel pour les projets impossibles. Il dit à ses amis qu'il a l'intention de parcourir le monde à la recherche de 3 choses. Hiro Onoda, un panda géant, et le bonhomme de neige de l'abominable dans cet ordre. Ses amis pensent qu'il plaisante. Il ne plaisante pas. Suzuki s'envole pour Manille. Il organise un transport vers l'île de Lubang. Il entre dans la jungle avec un équipement minimal et une stratégie simple. Il ne fait aucune tentative pour dissimuler sa présence. Il apporte de la nourriture qu'il laisse dans des endroits visibles, et il appelle régulièrement en japonais, annonçant qui il est et ce qu'il veut. Il veut parler à Onoda. Il n'est pas militaire. Il n'est pas gouvernemental. C'est simplement un jeune homme qui est venu le trouver. Cette stratégie fonctionne là où chaque tentative précédente a échoué, parce qu'elle est différente de chaque tentative précédente. Chaque tentative précédente de contacter Onoda avait un caractère officiel, des sceaux gouvernementaux, une autorité militaire, un langage formel. Tous les marqueurs qu'Onoda associe aux opérations de tromperie ennemie. Suzuki arrive sans rien de tout cela. C'est juste une personne. En février 1974, après plusieurs jours dans la jungle, Suzuki trouve Onoda.
La rencontre est prudente. Onoda s'approche du jeune homme avec son fusil prêt. Suzuki ne fuit pas. Ils commencent à parler. Onoda parle avec prudence, guettant des signes de tromperie. Suzuki parle honnêtement. Il dit à Onoda qu'il vient du Japon, que le Japon est en paix, que la guerre est terminée depuis près de 30 ans, que la famille d'Onoda est en vie et veut qu'il rentre chez lui. Onoda a entendu tout cela avant. Il dit à Suzuki ce qu'il dit à chaque messager. Il ne peut pas agir sur la base de ces informations. Il ne peut pas mettre fin à sa mission sur la parole d'un inconnu, aussi crédible que cet inconnu puisse paraître. La seule chose qui peut l'autoriser à cesser les opérations est un ordre direct du major Taniguchi. Suzuki demande « Si je trouve Taniguchi et que je le ramène ici, accepterez-vous l'ordre ?» Onoda dit « Oui ». Suzuki retourne au Japon. Il commence à se renseigner sur Taniguchi. La recherche prend des semaines. Taniguchi n'est inscrit dans aucun registre militaire. Il n'a pas de profil public. C'est simplement un citoyen ordinaire qui a passé la guerre comme officier subalterne et a depuis construit une vie civile tranquille. Finalement, Suzuki le trouve, grâce à une combinaison de contacts personnels et d'enquêtes persistantes. Taniguchi est retrouvé en train de travailler dans une pépinière. Il est dans la soixantaine. C'est un homme différent du jeune major qui a donné ses ordres à Onoda en 1944. Mais il comprend immédiatement ce qu'on lui demande et il accepte sans hésitation. Des fonctionnaires du gouvernement japonais organisent la logistique. Un ordre formel est préparé. Une délégation se rend sur l'île de Lubang. Le 9 mars 1974, dans une clairière de jungle, le major Yoshimi Taniguchi se tient devant Hiroo Onoda pour la première fois depuis 30 ans. Onoda porte son uniforme. Son fusil est entre ses mains. Il ne s'est pas rasé depuis plusieurs jours. Il se tient au garde-à-vous comme un soldat devant son officier commandant. Taniguchi lit l'ordre. Il est officiel. Il porte les sceaux et signatures correctes. Son langage est le langage formel des commandements militaires impériaux japonais. Il ordonne la cessation immédiate de toutes les activités de combat. Il informe Onoda que la guerre a pris fin le 15 août 1945 avec la capitulation sans condition du Japon. Il lui ordonne de déposer les armes. Onoda reste très immobile pendant un long moment. Il écrira sur ce moment plus tard dans ses mémoires. Il le décrit comme la pire expérience de sa vie, non pas les 29 ans dans la jungle, non pas regarder Shimada mourir, non pas la nuit où Kozuka a été tué et où il a dû battre en retraite seul dans l'obscurité. Le pire moment est celui-ci, debout dans une clairière avec un ordre plié devant lui, comprenant pour la première fois que tout ce en quoi il a cru, tout ce qui a donné sens, structure et but à sa vie pendant près de 3 décennies, est fondé sur quelque chose qui a cessé d'être vrai en 1945. Il ne discute pas. Il ne pose pas de questions. Il a passé sa vie à apprendre à obéir aux ordres, et l'ordre est clair. Il pose son fusil Arisaka. Il retire les munitions de ses grenades et les remet. Il remet son sabre de samouraï. Le sabre qu'il a porté à travers 29 ans de jungle, à travers les saisons de mousson et les sécheresses, à travers la mort de tous ses camarades, à travers des décennies de solitude absolue. Des larmes coulent sur son visage. La réaction du gouvernement philippin à son émergence crée un problème politique immédiat. Hiroo Onoda a tué des gens. Il en a blessé d'autres. Il a mené des années de guerre de guérilla contre des citoyens et des forces de sécurité philippins. Il est techniquement un criminel au regard du droit philippin. Les familles de ses victimes sont encore en vie. Elles veulent justice. Le président Ferdinand Marcos prend une décision. Il accorde à Onoda un pardon total. Le raisonnement est à la fois politique et humanitaire. Onoda a agi sur ordre. Il a agi en bonne foi selon la seule réalité qui lui était accessible. Le poursuivre en justice n'accomplirait rien si ce n'est attirer davantage l'attention internationale sur une situation déjà embarrassante. Le pardon est accordé. Onoda est libre. Il s'envole pour le Japon. L'accueil est extraordinaire. Des milliers de personnes attendent à l'aéroport. Des journalistes de chaque grand média. Des caméras de télévision. Toute la presse nationale. Onoda traverse la foule dans un état de visible ébahissement. Il a 52 ans. Il a quitté le Japon en 1944 comme jeune lieutenant d'une nation en guerre. Il revient dans un pays transformé au-delà de toute reconnaissance. Le Tokyo qu'il a quitté était une ville se préparant à la guerre totale, avec le rationnement alimentaire, des exercices de défense passive et la présence constante en toile de fond de l'autorité militaire dans chaque aspect de la vie quotidienne. Le Tokyo auquel il revient est l'une des villes les plus grandes et les plus prospères de la Terre. Des gratte-ciels, des autoroutes,
des grands magasins remplis de marchandises, des jeunes gens en tenues à la mode qui n'ont jamais rien vécu qui ressemble au monde dans lequel Onoda a grandi. Il donne des interviews. Il apparaît à la télévision. Ses mémoires, publiées au Japon en 1974 sous le titre « Jamais je ne me rendrai », deviennent immédiatement un best-seller. Les gens sont fascinés par lui. Mais la fascination est complexe. Onoda n'est pas à l'aise dans le Japon auquel il est revenu. Il donne des interviews dans lesquelles il exprime ses inquiétudes concernant la jeunesse japonaise, sur ce qu'il perçoit comme une perte de discipline, de vocation nationale, de la volonté de sacrifice qui selon lui a fait la grandeur du Japon. Il est poli à ce sujet, mais il est aussi clairement déconcerté et troublé par ce qu'il voit. Certains Japonais trouvent cela inspirant, d'autres le trouvent inquiétant. Il est, après tout, un homme qui a passé 29 ans à tuer des gens au service d'un système dont le reste du Japon a passé 29 ans à essayer de se dépasser. Sa nostalgie pour les valeurs du Japon impérial s'accommode mal de la réalité de ce que ces valeurs ont produit. En 1975, Onoda prend une décision. Il ne peut pas rester au Japon. Le pays auquel il est revenu n'est pas le pays qu'il a quitté et il ne sait pas comment y vivre. Il émigre au Brésil, dans l'état du Mato Grosso do Sul, où des communautés d'immigrants japonais arrivés avant la guerre ont construit des fermes et des villages qui conservent quelque chose du Japon qu'il se rappelle. Il achète des terres d'élevage. Il apprend l'élevage. Il épouse une japonaise brésilienne nommée Machi Onuki. Il travaille la terre comme il travaillait la jungle, méthodiquement, patiemment, avec une attention totale à la tâche devant lui. Il se lève tôt. Il travaille jusqu'à la tombée de la nuit. Il ne gaspille rien. Il trouve, dans les exigences physiques d'un ranch d'élevage, quelque chose qui ressemble à la vie qu'il menait sur l'île de Lubang sans les tueries. L'existence en plein air, l'autonomie, le rapport direct entre l'effort et la survie. Il reste au Brésil pendant des années, mais le Japon ne le quitte pas. En 1984, il retourne au Japon et crée une école de nature pour les jeunes dans la préfecture de Fukushima. L'école s'appelle l'école de nature Onoda. Son programme est exactement ce que le nom suggère. Compétences de survie en plein air, endurance physique, autonomie, le type d'engagement direct avec le monde naturel qu'Onoda croit que les enfants japonais modernes ont perdu. Des milliers d'enfants y participent au fil des ans. Onoda dirige l'école lui-même, emmenant des groupes dans la forêt, enseignant la navigation, l'allumage du feu et la lecture du temps. Il fait, en vêtements civils, ce qu'il a toujours fait. Il entraîne des gens à endurer. Il partage son temps entre le Japon et le Brésil pour le reste de sa vie. Il donne des conférences occasionnelles. Il participe à des commémorations d'anciens combattants. Il écrit, il est, dans les dernières décennies de sa vie, un homme qui a trouvé un moyen de vivre avec le poids de ce qui lui est arrivé et de ce qu'il a fait, sans jamais le résoudre entièrement. Il n'exprime jamais de regret d'avoir combattu. Il exprime de la peine pour les gens qui sont morts. Il exprime du chagrin pour ses camarades. Mais le combat lui-même, les 29 ans d'engagement absolu dans une mission qui avait été rendue sans signification avant même de pouvoir commencer correctement, cela, il ne le reniera pas. C'est ce pourquoi il a été entraîné. C'est ce qu'il croyait être juste. Que la croyance était fondée sur une prémisse fausse ne la rend pas, selon sa compréhension, erronée d'avoir été tenue. Hiro Onoda meurt le 16 janvier 2014 dans un hôpital de Tokyo. Il a 91 ans. La cause est une insuffisance cardiaque provoquée par une pneumonie. Il est le dernier survivant de son unité d'origine. Il est l'un des derniers liens vivants avec le monde qu'il a produit, un monde qui a pris fin en 1945 et qu'il a, seul parmi toutes les personnes qui y ont vécu, refusé de quitter pendant encore 3 décennies. Le gouvernement japonais publie une déclaration louant sa loyauté et son service. Les historiens militaires notent que son cas représente l'un des exemples les plus extrêmes de persistance individuelle dans une mission dans l'histoire enregistrée de la guerre. Les familles des personnes qu'il a tuées sur l'île de Lubang disent les choses que disent les familles de victimes lorsque leur tueur meurt paisiblement dans un lit d'hôpital à un âge avancé. Toutes ces réponses sont vraies. Aucune d'elles n'est complète. L'histoire d'Hiro Onoda ne se résout pas en une leçon simple. Elle ne nous dit pas que la loyauté est bonne ou que l'obéissance est mauvaise ou que l'idéologie est dangereuse. Elle nous dit quelque chose de plus inconfortable. Elle nous dit que les mêmes qualités qui rendent un être humain extraordinaire, la capacité d'engagement absolu, d'endurance au-delà de toute attente raisonnable, de subordination du confort et de la sécurité et du besoin humain ordinaire à quelque chose de plus grand, peuvent être dirigées vers la mauvaise cible
et que rien venant de l'extérieur ne peut les réorienter une fois qu'elles sont verrouillées. L'école Nakano a construit exactement le soldat qu'elle entendait construire. Chaque technique qu'elle a enseignée à Onoda a fonctionné. Il a survécu. Il a maintenu sa mission. Il a résisté à chaque tentative de le démoraliser ou de le tromper. Il était incorruptible, ingénieux et impossible à arrêter par des moyens conventionnels. La seule chose dont il n'avait là pas tenu compte, c'est ce qui se passe quand la guerre se termine et que personne ne le lui dit. Ce n'était pas un monstre. Il n'était pas fou. Il n'était pas brisé. C'était un homme à qui l'on avait donné un sens inébranlable de la mission et un ensemble complet d'outils pour ignorer toute preuve qui le contredisait, puis placé dans une situation où les preuves qui auraient dû tout changer ne lui sont jamais parvenues, sous la forme qu'il avait été entraîné à accepter. Ce n'est pas une histoire sur le Japon, ni sur l'armée impériale, ni sur les circonstances spécifiques de la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire sur ce dont les êtres humains sont capables, sur le pouvoir terrifiant de la conviction absolue, sur le coup d'avoir été construit pour une seule chose. Telle est l'histoire, tel est l'héritage, tel est Hiroo Onoda. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Nous trouvons ces histoires oubliées chaque jour. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Et regardez cette prochaine vidéo. Vous n'allez pas croire ce que cet homme a fait.